Les nouveaux processeurs Intel Ultra pour PC fixe viennent d'être annoncés, donc on va en parler ainsi que leurs specs et vous allez voir il y a des trucs assez intéressants que même Intel admettent d'eux-mêmes. Et on va aussi unboxer une carte mère en Z890, mais ça c'est pour la seconde partie de la vidéo. Commençons par les specs. Donc là on va regarder un article de Videocars qui résume un petit peu l'annoncement. Ils ont aussi teasé le fait qu'il y aurait les nouveaux processeurs Ultra pour PC portable gaming qui arrivent début 2025. Mais évidemment ça sera un peu plus tard. Dans tous les cas, voici ce que ça donne. Donc déjà les différents modèles, c'est à peu près confirmé de ce qu'on savait. On a le plus gros modèle qui sera le Core Ultra 9 285K avec 24 cœurs, 24 threads. Donc oui, plus d'hyper-threading dessus. Le prix annoncé en dollars est à peu près le même prix que le 14900K, donc 889 $. Et puis après, bizarrement, il n'y a pas de version KF de ce processeur-là. Directement, je pense qu'ils se sont rendus compte que les gens prenaient tout le temps la version KF. Dans tous les cas, on a après ça le Core Ultra 7 260K avec une version KF, sans partie graphique intégrée. Étonnamment, il a toujours un NPU intégré. Donc oui, ils enlèvent le GPU, mais vous avez toujours le NPU. Donc ma foi, je suppose c'est logique en quelque sorte. On a du coup ici 8 cœurs haute performance, 12 cœurs haute efficacité énergétique. Et du coup, encore une fois, pas d'hyper-trading. Et puis après ça, on a le Core Ultra 5 qui sera le 245K avec une version KF évidemment. Au niveau de la configuration des cœurs, c'est à peu près ce qu'on a. Au niveau de la configuration des cœurs, c'est basiquement la même chose qu'on a avec la 14e génération de Core Intel. C'est juste qu'ici, on n'a pas l'hyper-threading. Alors les cœurs, c'est une chose, mais évidemment, l'architecture derrière, c'est encore autre chose. Alors Intel a promis pas mal de choses avec cette nouvelle architecture. Ils ont amélioré un petit peu la façon dont ils gèrent les caches. Ils ont amélioré l'IPC, donc c'est les performances brutes du processeur. Et surtout, ils ont amélioré la consommation électrique. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont pas mal focus dans leur slide. Donc là, ils ont comparé notamment le Ultra 9 285K au 14900K et on peut voir quand même pas mal de réduction d'utilisation d'énergie, jusqu'à même 165 watts dans Warhammer, qui est un jeu qui utilise beaucoup le processeur. Donc là, c'est assez intéressant de voir ça. D'autres jeux, c'est par contre un gain plus minime, comme Black Myth Wukong avec 34 watts. Mais le truc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un slide, ils montrent que ils comparent les performances. Ils disent ok, on consomme moins, mais les performances restent meilleures que le 14900K. Sauf que dans certains jeux, vous avez moins de performances avec cette nouvelle architecture par rapport au 14900K. Alors certains jeux sont aussi à peu près la même chose, en parité comme ils disent, et d'autres jeux évidemment offrent plus de performances, parce que là on a une architecture qui est meilleure. Donc ma foi, c'est un peu mitigé en fait. On s'attendrait juste à ce qu'il soit forcément au moins autant performant dans tous les jeux et puis plus performant dans d'autres. Mais là, non, vous allez peut-être perdre en performance si vous passez à ce processeur-là depuis un 14900K, ce qui est un peu ironique. Et qui dit consommation réduite dit forcément chauffe réduite, ça semble logique. Donc là, on passe même de 70 degrés sur le 14900K dans un jeu à seulement 57 degrés sur le Core Ultra 9 285K. Et ça, selon moi, c'est quelque chose d'assez important parce que qui dit beaucoup de choses dit dégradation du processeur plus rapide et donc forcément un processeur qui durera moins dans le temps. On a aussi une réduction de l'énergie dans les programmes professionnels et ça c'est assez important parce que ok, c'est bien d'avoir moins de consommation dans les jeux vidéo, mais si je lance, je sais pas moi, un rendu 3D, ça consomme tout autant, bah, ce serait moins intéressant. Donc là, l'amélioration de la consommation énergétique est partout sur le processeur. Donc ma foi, un peu mitigé pour ces processeurs Intel au niveau performance en tout cas. Il faudra voir ce que ça donne vraiment fin du mois avec les tests officiels qui sortiront de la part de tous les reviewers, y compris moi normalement si tout va bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça. Mais une chose est sûre, le gros focus est clairement au niveau de juste la chauffe et surtout de la consommation. Et ça ne fait vraiment pas de mal parce que on atteignait des consommations qui étaient juste abusées sur les 14900K notamment, donc ça ne fait pas de mal de revenir un peu en arrière. Leur processeur n'a pas besoin d'être le plus efficace au niveau énergétique selon moi, tant qu'il est performant, pas trop cher et raisonnable, ça ira très bien. Mais il faudra évidemment voir ce que ça donne face à AMD. En attendant, je vous propose de maintenant aller voir les nouveautés au niveau des cartes mères Z890. Alors, ce n'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser. S'il y a des choses que j'aime pas avec cette carte mère, je le dirai tout de suite. Et comme vous pouvez voir selon cette énorme boîte, la carte mère est envoyée par Asus. Encore une fois, ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo, donc mon avis reste le mien. Merci toutefois à eux d'avoir rendu ça possible parce que aucun autre constructeur de carte mère m'a envoyé de carte mère jusqu'à maintenant, donc voilà, c'est ma seule façon de pouvoir découvrir ces nouvelles cartes mères en Z890 et voir un petit peu ce qu'il y a nouveau et ce qu'il n'y a pas vraiment de nouveau. Donc, ma foi,
commençons tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais remercier le livreur EPS qui a fait un énorme trou dans la boîte. En réalité, c'était emballé dans une autre boîte. Donc, le trou que vous voyez ici a traversé une première boîte et a fini dans celle-ci. Je ne sais pas si le livreur a cru qu'il y avait un vampire dans la boîte et qu'il a essayé de percer son cœur ou je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, il y a un énorme trou. J'ai déjà vérifié l'intérieur pour voir s'il n'y avait pas de dégâts. Mais ça va, heureusement. Donc, voilà, je tiens à préciser que j'ai déjà ouvert la boîte pour être sûr qu'il n'y avait pas de dégâts derrière. Bref, dans tous les cas, nous allons unboxer ça. Il y a deux, comme vous pouvez voir, deux petits scratchs sur les côtés, qui est plutôt bonne qualité. Hein. Et comme ça permet de libérer la boîte. J'aurais pu la garder s'il n'y avait pas un énorme trou, donc ma foi, merci encore une fois EPS. Et directement, on peut voir la boîte de la carte mère, ainsi que la boîte d'un refroidissement qu'ils incluent avec ce kit de test. Donc c'est le ROG Ryujin 3 360. J'avais pu le voir à Gamescom, donc ma foi, on va pouvoir le voir un peu plus en détail ici. Mais évidemment, d'abord, on va découvrir la carte mère. Il y a aussi, je l'ai vu quelque part. Ah, voilà, il est là. Ça ne va pas ici, mais ici, il y a une petite languette qui vous permet de tirer et d'ouvrir un compartiment secret, dirons-nous. Et dans ce compartiment secret, nous avons quelques goodies en plus. On a une boîte avec écrit Kingston Fury. Je pense que vous devez bien vous en douter ce qu'il y a dedans. C'est de la RAM parce que c'est un kit complet normalement où vous avez RAM, processeur, refroidissement et carte mère. Comme ça permet de tester les processeurs. Encore une fois, les tests de processeurs, c'est pas avant la fin du mois, donc on verra à ce moment-là. On a du coup un Kingston, et c'est de la Kingston Fury Renegade DDR5 QDIM. Je sais pas pourquoi QDIM. Et selon les specs de ce que je vois, c'est des kits 24 Go, donc c'est 48 Go au total, 2 fois 24 Go, ça semble logique. Et je ne sais pas trop la vitesse par contre, parce que je n'arrive pas à vraiment voir ce qui est écrit. Non, bon, elle a une certaine vitesse, je suppose. Donc ma foi, j'afficherai peut-être à l'écran la vitesse de ce kit de RAM. Et ce sera évidemment très utile pour tester cette plateforme Intel avec la meilleure RAM possible pour vraiment voir ce que ça donne au niveau des performances. On a aussi un petit kit appelé ROG RG07 et en dessous je vois directement, là c'est normalement l'emplacement du processeur. Le processeur n'est pas encore arrivé pour moi, il arrivera après, donc c'est pour ça que c'est vide. Normalement il devrait avoir un processeur là, donc imaginez un Core Ultra version PC fixe ici. Voilà, c'est magnifique. Donc on va continuer avec l'unboxing. On a un ROG RG07 et c'est la pâte thermique. Ok, de la pâte thermique haute performance, pourquoi pas, ça peut être intéressant à tester. Ok, maintenant passons à la carte mère et ouvrons cette boîte, donc ma foi, allons-y. Une protection en plastique, mon préféré. Ça protège évidemment la carte mère, donc voici la carte mère dans toute sa beauté. Et directement, le design est assez similaire à ce que j'ai vu, notamment avec la Z790 Hero. Un petit peu amélioré, je vois directement des trucs qui sont assez différents. Donc ça, on va voir évidemment. Je vais d'abord la sortir de sa boîte. Et... Oh, oh la vache! Vous avez mis de l'or dessus? Bon, il y a techniquement de l'or, mais elle est faite d'or, quoi. Elle est pesante, la vache! Cette carte mère elle fait facilement 2 kg minimum. Vide, il n'y a rien dessus, littéralement, et elle fait déjà 2 kg à elle seule. C'est assez incroyable. Je vois aussi, directement pour ceux qui le remarquent, nous avons aussi une protection en métal à l'arrière. Donc je pourrais juste la poser sur la table directement, ça ne poserait aucun problème, mais je vais quand même la poser sur sa boîte. Et donc voici la ROG Maximus Z890 Hero. Et directement, vous pouvez voir qu'on a le socket LGA 1851 qui ressemble basiquement au socket LGA 1700. Franchement, je ne vois pas d'énorme différence. Donc en réalité, en termes de taille, le socket LGA 1851 n'est pas vraiment plus grand parce qu'il y a juste un peu plus de pins en dessous de ce processeur. Donc est-ce qu'ils auraient pu juste réutiliser le socket LGA 1700 et éviter de devoir acheter des nouvelles cartes mères ? Peut-être, qui sait, je ne sais pas. Dans tous les cas, on a un nouveau socket avec ses Core Ultra et on verra ce que ça donnera quand ils seront sortis pleinement. On va regarder sur le reste des fonctionnalités directement un truc que je vois. En plus du socket, c'est le nouveau système M.2 sur le slot M.2 principal. Donc là, vous avez un énorme bout d'aluminium avec écrit Hero, qui est plutôt classe. Et on a un petit levier. Et si on fait ça, on peut enlever le refroidissement qui est juste un énorme bout d'aluminium. Littéralement, il n'y a rien d'autre dessus. Il n'y a pas d'ailettes, il n'y a pas de heat pipe ou autre chose. Je pense que clairement, un système avec des ailettes serait plus intelligent au niveau refroidissement, mais ma foi, ça respire quand même la qualité avec un énorme bout d'aluminium comme ça. Alors déjà, nous avons le fait que ce système de refroidissement peut être enlevé facilement. Vous voyez qu'il a une sorte d'encoche ici qui se met dans un levier. Il y a juste une barre en métal
qui est au-dessus du slot M.2. Donc vous le mettez dans la barre en métal et après il peut pivoter en haut, en bas. Vous le mettez juste en bas et puis vous refermez ça. Et hop, c'est sécurisé. On peut aussi regarder un petit peu au slot M.2 qui est juste ici. Hein. Normalement, si vous ne le voyez pas forcément, ils ont un nouveau système pour sécuriser le SSD. Donc vous avez voilà, un truc en plastique qui peut juste bouger de gauche à droite et ça permet d'adapter automatiquement à la taille de votre SSD. Donc si vous avez ça il me semble c'est un 2240, c'est bon. Vous pouvez passer à un 2260 si je me souviens bien, qui est ici, oui. Et après, vous pouvez passer à un 2280, qui est la taille de SSD classique que tout le monde utilise. Et vous pouvez même aller jusqu'à un 2210, qui sont des SSD hyper longs que vous trouvez seulement dans le domaine professionnel parce qu'ils ont besoin de plus de place pour plus de stockage ou autre chose. Deuxième truc aussi qu'on va remarquer, avant il y avait le système ici sur la Z790 Hero, il y avait un système avec un bouton déporté qui permettait de facilement ouvrir le système de rétention de la carte graphique. Je l'ai vu à la Gamescom, Asus maintenant utilise un slot PCI Express franchement on voit aucune différence avec un slot classique, mais en réalité dedans il y a un système qui verrouille la carte graphique et surtout l'empêche de sortir à part si vous le tirez d'une certaine manière. Donc le mieux c'est de l'illustrer, j'ai pris une carte graphique vite fait, c'est une RTX 4070, voilà elle est installée, mais si j'essaie de tirer comme ça, elle bouge pas, genre je pourrais soulever la carte mère avec, mais si vous tirez, par exemple ici ça ne marche pas, mais si vous tirez là, la carte graphique s'enlève automatiquement, donc je sais pas comment ils font exactement, mais ça marche plutôt bien. On a plus de slot M.2 en dessous ici et je vous propose d'aller découvrir ça. Apparemment, il y en a vraiment pas mal selon la boîte de la carte mère. Donc, il y a 4 vis au total. C'est une sacrée plaque de métal, je suis en train de me dire. Et d'ailleurs, j'avais même pas remarqué, mais vous avez la carte son ici, Supreme FX. Et en temps normal, sur beaucoup de cartes mères, ce serait du plastique là. Mais là, c'est de l'aluminium. C'est entièrement de l'aluminium. Il y a très peu de choses en plastique, à part les slots de RAM qui sont quand même renforcés aussi avec du métal en vrai. Un petit peu le RGB ici, qui a évidemment un peu de plastique pour le protéger, et surtout le métal ne laisserait pas passer la lumière. Vous avez très peu de plastique, donc d'un point de vue construction, c'est certainement l'une des cartes mères les mieux construites que j'ai jamais vues, franchement. Et voilà, on peut enlever, et directement, vous le voyez, la vache, la quantité de slots M.2, vous en avez 5 en plus du 6e là. Donc il y en a un ici, un là, et encore 2 ici, et ils sont tous full taille. Donc vous pouvez mettre des SSD 2280 pour chaque slot. Donc vous pourriez mettre les plus gros SSD 2280 qui existent, c'est des 8 Tera, donc vous pourriez mettre 8 Tera, 16, 24, 32, 40... 48 Tera de stockage sur ce PC. Est-ce vraiment utile? Je ne sais pas, mais au moins vous avez la possibilité de mettre un maximum de stockage. Après, certains de ces slots sont certainement séparés avec le slot en dessous PCI Express. Alors ça, on dirait que c'est un x16, mais pour information, je pense que ça se voit un petit peu sur la caméra, mais c'est... Alors par contre, évidemment, certains de ces slots sont séparés avec, par exemple, le slot. Donc ma foi, pas mal au niveau extension de stockage pour ces nouvelles cartes mères en Z890. C'est une nouveauté d'ailleurs du Z890. On a aussi un peu plus d'USB. Comme vous pouvez voir ici, il y a 2 USB type C interne. Il y a aussi un USB 3.0 ici, un autre 3.0 là. Du USB 2.0 forcément pour plus genre des hubs ou autre chose. On a nos 4 slots de RAM DDR5 jusqu'à... Il me semble un peu plus de 8000 mégatransferts supportés avec XMP, donc ça c'est plutôt cool. On a un étage d'alimentation qui est massif. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ce truc est juste incroyable en termes de densité et aussi de densité de métal par-dessus pour le refroidir. Alors, encore une fois, c'est un énorme bloc d'aluminium. Il y a une heat pipe et tout, donc c'est un peu mieux que celui sur le SSD, mais... Personnellement, je trouve que les systèmes de refroidissement avec des vraies ailettes, genre vraiment, vous avez des heat pipes et des ailettes comme un refroidissement d'une carte graphique ou même d'un processeur, c'est plus efficace et ça prend moins de place. Donc, c'est assez gros, c'est assez impressionnant, mais ça pourrait être mieux en réalité. Après, est-ce que ça suffit? Oui, parce qu'il y a tellement de VRM en dessous que plus vous mettez de VRM, l'avantage c'est plus la chauffe est répartie sur les différentes VRM, donc c'est moins grave. Et Asus a toujours eu des très bonnes VRM sur leur modèle haut de gamme comme ça, donc je sais que ça ne posera pas de problème. C'est juste, personnellement, je trouve que c'est un peu plus beau avec des ailettes.
On a aussi, au niveau alimentation, on a 2 whip-ins ici, je les vois. On a aussi un whip-in supplémentaire, ça doit être pour les slots PC Express, ou même les SSD en vrai, parce que vous avez tellement de SSD, ça peut consommer un petit peu. Mais après, est-ce que c'est vraiment utile sur une carte mère qui a 3 slots PC Express? Pas du tout selon moi, parce que vous n'allez jamais pomper tellement d'énergie ou d'électricité que ça va poser un problème à la carte mère. Et finalement, si on regarde à l'arrière de la carte mère pour les ports, on a un peu de tout. On a évidemment le Reset BIOS, Flashback BIOS. Donc vous avez un port USB ici qui est un peu différent. Vous mettez une clé USB avec le BIOS dessus, renommé, et vous pouvez flasher le BIOS sans même avoir de processeur installé, si je me souviens bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, ce n'est pas les seuls à le faire. Vous avez aussi Gigabyte qui le fait. Vous avez pas mal d'USB Type C ainsi que 2 Thunderbolt. Donc c'est certainement du Thunderbolt 40 Gigabits. Donc pas mal de connectivité ici. Malheureusement, il n'y a pas de DisplayPort in pour faire repasser le signal de la carte graphique à travers le DisplayPort. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a aussi pas mal d'USB Type A. On a 2 Ethernet, un 2,5 Gigabits qui est un chipset Intel pour info. Et le deuxième, c'est du 5 Gigabits avec un chipset de chez Realtek. Bon, par contre, là, je vais être très honnête, pour une carte mère aussi haut de gamme, Asus, mettez du 10 Gigabits. Qu'est-ce que ça vous coûte en plus? Alors, ça va coûter 10 balles en plus pour mettre un chipset 10 Gigabits par rapport à du 5 Gigabits. Et ça permettra déjà beaucoup plus de choses au niveau connected pour aussi les créateurs de contenu. Mais bon, bref, c'est techniquement une carte mère un peu plus gaming, donc ma foi, pas forcément le plus utile pour tout le monde. On a aussi pas mal d'options au niveau audio avec de l'optique et les nouveaux ports d'ailleurs, comme on peut voir, d'antenne Wi-Fi. Donc ici, Asus utilise un nouveau connecteur beaucoup plus rapide. J'ai sorti déjà l'antenne de la carte mère pour l'illustrer, donc c'est celle qui est fournie avec. Et normalement, vous devriez mettre et puis visser, ce qui prend pas mal de temps. Ici, vous pouvez juste mettre, hop, voilà, c'est installé. Hop, c'est installé, voilà. Vous avez fini. Et pour désinstaller, vous prenez ici, pas là, parce que là, ça va tenir. Vous prenez ici. Et puis après, vous tirez et ça se désinstalle automatiquement. Hyper pratique, beaucoup mieux que les autres antennes Wi-Fi parce que celle que vous devez visser, ça prend du temps. Des fois, elle se dévisse aussi si vous n'avez pas parfaitement vissé. C'est juste pas un très bon système. Là, c'est bien mieux. Donc, ma foi, plutôt solide d'un point de vue connected et tout. Et même juste de manière générale, vous pouvez mettre plein de SSD. Vous avez des VRM qui devraient sans problème gérer n'importe quel processeur. On a pas mal de connectivité à l'arrière, le Wi-Fi 7 et tout. C'est une carte mère solide qui viendra aussi avec un prix certainement assez solide. On va être honnête, c'est une carte mère haut de gamme. Il me semble déjà la Z790 Hero que j'avais acheté, moi, elle coûtait 600 €. Donc, ouais, c'est impressionnant de voir le haut de gamme. Mais moi, je suis aussi curieux de voir les cartes mères Z790 d'entrée de gamme. Par exemple, les TUF ou autre chose. Ça, ce serait intéressant de voir. Mettons donc de côté vite fait la carte mère et regardons vite fait à ce ROG Ryujin 3 360. Donc c'est la version 3 du Ryujin. Et si je me souviens bien, j'avais vu à Gamescom, les grosses nouveautés, c'était les ventilateurs de 30 mm et l'écran qui était maintenant en 60 Hz. Donc oui, vous pourriez limite jouer sur votre écran si vous le voulez. Donc ma foi. Mais bon, on va regarder vite fait ce que ça donne. Donc là directement, moi je peux vous le dire que je le vois. Ces ventilateurs de 120 mm sont plus épais parce qu'ils font 30 mm d'épaisseur. Donc ça offre plus de pression statique pour mettre devant un radiateur, ce qui est assez important. Après, Asus n'est pas les seuls à faire des ventilateurs de 30 mm, je tiens à le préciser. On a aussi un système d'attache magnétique pour les ventilateurs, donc vous les mettez juste comme ça. Et hop, directement, c'est bon. Voilà, ils sont connectés et ils tiennent assez bien ensemble. Et vous pouvez facilement les détacher. Donc ça facilite surtout l'installation, on va être très honnête. On a aussi du coup un connecteur sans fil qui permet de connecter chaque ventilateur l'un à l'autre. Comme ça permet de câbler beaucoup plus facilement. Et après, je suppose qu'ils ont un connecteur qui se met à la fin et vous pouvez le connecter à votre carte mère pour gérer les ventilateurs. Et puis après ça, nous avons la pompe combo radiateur. Et là, directement, on peut voir pâte préappliquée. On voit le combo pompe. On a aussi l'énorme écran par-dessus la pompe qui est d'ailleurs la même taille que l'écran de l'iPhone, du premier iPhone et même de l'iPhone 3. Il me semble que c'était du 3,5 pouces à l'époque, c'était vraiment petit. Donc, ma foi, vous avez littéralement un meilleur écran que le premier iPhone. C'est un écran OLED, donc c'est meilleur que le premier iPhone. Donc, est-ce que c'est forcément utile pour afficher des trucs? Oui, mais voilà, est-ce qu'il avait vraiment besoin de passer à 60 Hz? Je ne suis pas sûr. Ma foi, c'est un peu plus fluide. Et vous pouvez l'enlever facilement pendant l'installation, c'est un peu plus pratique. Et là, on peut voir aussi qu'il y a un ventilateur en dessous qui permet de refroidir les VRM, comme l'ont fait certaines autres marques, comme par exemple Arctic, et ça marche plutôt bien. Est-ce que c'est le plus important? Pas forcément, mais ça fait le job et j'ai mis
mon empreinte. J'ai mis un doigt sur la pâte thermique. Nice. C'est pas grave, j'en ai fourni avec de toute manière. Et du coup, c'est à peu près tout pour les nouveautés du Z890. Personnellement, je trouve que c'est assez light, on va être très honnête. Les nouveautés qui dépendent vraiment du chipset, que ce soit juste un meilleur support RAM, un peu plus de slot M.2, un peu plus d'USB type C. C'est bien, mais ça reste assez light, surtout pour le fait qu'on va devoir acheter des nouvelles cartes mères pour ces nouveaux processeurs. Donc vraiment, le gros intérêt de ces nouvelles cartes mères, c'est le nouveau socket et les nouveaux processeurs. Donc ça, il faudra voir fin du mois s'ils en valent la peine, ma foi. On verra bien, vous aurez un test sur la chaîne. Et sinon, évidemment, Asus, eux, de leur côté, ont apporté leurs nouveautés qui sont quand même très sympas. Donc notamment ce nouveau slot M.2 qui est juste génial. Est-ce forcément utile pour tout le monde? Pas forcément, parce que si vous utilisez un PC, vous allez juste installer le SSD une fois, vous allez installer la carte graphique une fois, vous n'allez pas vous amuser à la retirer tout le temps. Donc pour vous, c'est pas forcément des nouveautés qui vont vraiment vous impacter énormément. Mais pour quelqu'un qui est débutant et qui monte son premier PC, c'est clair que c'est clairement plus facile. Genre, c'est hyper rapide. Donc ça devrait aider un petit peu. Bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de tests que je peux faire sur les nouveaux Core Ultra, dites-le moi dans les commentaires. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Si vous avez bien apprécié, laissez un pouce bleu. Nous, sinon, laissez un pouce rouge. Et je vous dis ciao, ciao.